J'aimerais ça prendre le temps d'y réfléchir. Je vais en parler à ma femme. Je vais juste comparer les prix avant. Dans cet épisode de H2H Academy, les top closers, on t'explique concrètement comment, tu peux faire pour éviter de recevoir ce genre d'objection-là et de deux, bien comment faire pour mieux t'en sortir, mieux réfuter afin de closer plus de deals. On se voit de l'autre côté. Je voudrais parler d'un point par rapport aux objections qui souvent est comme, on dirait, pas oublié, mais que les gens ne le voient pas de cette façon-là. C'est que la plupart des objections, on peut les flyer de l'avance, c'est-à-dire on peut les flaguer de l'avance, on est capable de se préparer à ne pas les avoir, donc les éviter tout simplement au lieu de devoir y faire face quand tu arrives dans la finalité de ta vente, dans ton closing, puis là, tu reçois des objections que tu aurais clairement pu éviter en mieux qualifiant ton client dès le départ ou en le préparant à ça, tout simplement. Ouais. Puis on parle, sûrement le mot préqualification, c'est du réchauffé, là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, on en parle vraiment souvent, mais ça reste que faut que j'en parle à ma femme, ça doit être traité en préqualification. Ouais. C'est-tu vous qui prend la décision? Non, on prend la décision à deux. Excellent. Dans ce cas-là, j'aimerais ça que vous soyez les deux. Puis là, il existe diverses raisons, dépendamment dans l'industrie pour laquelle vous travaillez. Vous pouvez appliquer c'est une décision émotionnelle, c'est une décision importante pour votre famille. Donc, c'est important que tous les parties soient là. Moi, l'explication que j'aime le plus, c'est moi l'expert. Sans offense, je ne vous laisserai pas expliquer ce que je vous présente en 6 secondes à votre conjointe parce que voici comment vous allez lui expliquer. Ça coûte 5 000 $ pour l'assurance hypothécaire ou whatever. Merci, bonne fin de journée. Tu viens de faire un pitch de 1 heure que tu as expliqué à ton client, il appelle sa femme devant toi. Parce que souvent, on voit cet outil-là que les gens utilisent. Ah, appelez-la votre femme pour lui demander si c'est correct avec elle. Personne ne résume. Ça prend 2 minutes, même pas 30 secondes le résumer au téléphone. Puis tu as comme, ben non, on va en parler. Voyons donc. OK, non. Il n'y a aucune valeur dans la transition de l'information. C'est jouer au téléphone arabe, mais avec une seule personne, mais c'est comme si on était 100 tellement que le message il est décousu à la fin. Exactement. Puis, c'est couper les coins ronds sur l'analyse de la personnalité. Mettons exemple qu'on parle juste à madame, on ne parle pas à monsieur, mais on prend en considération uniquement à madame. On ne sait pas monsieur comment il réfléchit, c'est quoi sa personnalité. Est-ce qu'on pourrait avoir une influence positive dans notre processus de vente avec lui? Donc, vous perdez toute cette traction-là parce que l'autre décideur n'est pas là. Par contre, si c'est madame la décideur puis qu'à la fin elle dit « faut que j'en parle à mon chum », là, c'est pas la même chose. Là, c'est une réfutation, c'est une objection qui peut être overcome parce que vous m'avez dit que c'est vous qui apprenez la décision. T'sais. Justement, là, j'ai un cas cette semaine. J'ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est vous qui prenez la décision? Elle dit oui, chez nous, c'est moi qui prends toutes les décisions. Mon chum, il prend aucune décision. Je suis comme, parfait, that's good. T'sais, à la fin, tu peux pas me dire, je vais en parler à mon chum. Puis comme de fait, à la fin, elle a fait comme, c'est beau, on y va. That's it. Mais au moins, c'était préqualifié. Puis ça, je pense que c'est très important. Puis ça, je pense que c'est ce que le monde a le plus de misère. C'est un point mort. Je vais en parler à ma femme. By the way, je dis à ma blonde, tous les vendeurs qui viennent ici, tu leur dis qu'il faut que tu m'en parles avant. Parce qu'il n'y a personne qui demande si les deux décideurs vont être là. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça, c'est une lacune tellement grande de cette objection-là. Whatever. Il y a des gens qui... Puis je me souviens quand on travaille en porte-à-porte, ça arrive, tu es là on the spot, tu rentres, tu veux closer. Ça arrive que les deux personnes ne sont pas là parce que tu es rentré à l'improviste au porte-à-porte puis il n'avait pas prévu. Tu n'avais pas prévu que les deux allaient être là. Mais je me souviens très bien avoir fait l'erreur souvent de le pousser quand j'aurais pu attendre comme 1 heure et dire ah, votre femme elle revient dans 1 heure, ok, parfait, gars, je vais passer vous expliquer tout ça tantôt quand elle va être là. Des fois, d'essayer de rentrer. Il faut toujours se trouver le moyen. Puis là, on parle comme dans le B2C, un couple, par exemple, femme conjoint, mais dans le B2B, c'est la même affaire. Quand tu as des associés, c'est important de le prendre, cette information-là, au début dans ta qualification, dans tes premières rencontres avec ton client. Avez-vous des associés qui prennent la décision avec vous là-dessus? Oui, on est 3 dans le business. Fine, vous allez être les 3 à la présentation. Là, ça n'a pas de sens qu'après ça, le gars ait expliqué. C'est un no-brainer parce que, mettons, tu as 3 partenaires, tu en as toujours un qui s'occupe des finances. Si lui n'est pas présent, à la rencontre, sa question numéro 1, ça va être combien ça coûte. En dépit de toute la valeur ajoutée, de tout ce que ça peut, lui, il connaît son budget sur le bout de ses doigts, il connaît ses forecasts, puis il est comme, OK, ça ne rentre pas dans le budget, fuck off. T'sais, tu viens de perdre toute la traction de la vente que tu peux amener. Fait que, effectivement, préqualification,
Ben effectivement, là, les partners, c'est comme la conjointe. C'est le même problème si tu ne l'adresses pas dès au départ. Puis il y a beaucoup d'autres objections qu'on peut flyer. T'sais. Un point que j'amène, c'est que ça peut amener énormément de flags, mais quand tu as une objection de prix, c'est pas nécessairement la valeur que tu n'as pas réussi à apporter, c'est peut-être juste vraiment pas le bon client pour acheter ton produit ou ton service, puis c'était pas dans son budget initialement d'acheter quelque chose qui coûtait le prix que tu as à lui vendre. Fait que, ça aussi, ça se traite dans la préqualification. Un budget, voir si la personne est capable d'investir pour ton produit, d'investir pour ton service, ça se traite très bien dans une préqualification. Je ne parle pas peut-être quelque chose qui coûte 10$, 15$ par mois, que ce n'est pas la fin du monde, mais quand tu vends des produits, des services qui sont dans les centaines de dollars par mois ou encore un véhicule, par exemple, si ton client, au début, il ne te parle pas de son budget, il ne pose pas la question, puis tu lui proposes le gros modèle parce que c'est juste lui qui te reste en stock, il va te dire, ben voyons, je n'ai pas d'argent pour ça. Ça ne fera pas de sens. Tu vas te planter à ton closing à cause que tu as mal qualifié ton client dès le départ. Prenons un exemple là, extravagant pour l'illustrer. Là, un courtier immobilier, que le couple ils ont 200 000 de budget puis ils visitent des maisons à 500 000. Ça n'a aucun sens. Mais parce que là, c'est tellement extravagant, c'est tellement flagrant que tu ne l'amèneras pas sur une maison à 500 000. Mais si tu ne connais pas le budget de ton client, effectivement, puis tu y vends un Ford Lariat puis qui venait pour une Focus, un petit char à 30 000, tu lui proposes un truck à 80 000, tu perds ton temps. Puis souvent, c'est qu'il y a des gens qui essaient de créer des besoins au lieu de vraiment répondre aux besoins des gens. Puis ça, je veux dire, à un moment donné, c'est une question de gros bon sens. On peut créer une partie de besoin, mais il ne faut pas non plus abuser. Fait qu'encore une fois, cette objection-là se prépare en préqualification. 100%. Puis, il y a des gens qui sont mal à l'aise. Hein? Je parle à beaucoup de vendeurs en coaching et en counseling qui me disent « Moi, je suis mal à l'aise d'adresser le budget. » Puis, je suis comme « Pour quelle raison tu es mal à l'aise de ça? » Ben, je me sens pas bien que le fait de leur prendre leur argent. Puis là, on creuse ça. Puis là, évidemment, syndrome d'imposteur. Puis là, il y a plein de patterns puis de paradigmes psychologiques qui émergent. Mais je pense que c'est tout à fait sain pour un représentant qui va avoir des bonnes performances de savoir si son client a la capacité de payer. Parce qu'à partir du moment qu'il a la capacité de payer, là, c'est quoi la raison pour laquelle il ne passerait pas à l'action? 100%. Tu n'as pas confiance, il t'a pas fait une bonne présentation, tu n'as pas bâti ton lien de confiance avec lui. Exact. Mais par contre, là, tu as le contrôle là-dessus. Alors que s'il n'y a pas de budget, tu n'en as pas de contrôle. Je veux dire, si tu lui proposes une option que c'est le double de son budget, il ne sera jamais capable, la caisse, tu as bien beau avoir tous les outils du monde, le financement, whatever, ça ne passera pas. So, là, j'ai pris un exemple extravagant de maison, mais c'est le même pattern pour un truck puis un char, c'est le même pattern pour un système de chauffage central ou une thermopompe 12 000 BTU. 3 000 $, 25 000 $, là, c'est pas rapport. Là. Un truc, moi, je trouve, que tu peux te donner une bonne idée, puis ce que le monde ne font pas, c'est de demander des fois l'emploi des gens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est con, mais avec son emploi, son salaire, tu es capable de te donner une idée de son budget va-tu être plus élevé que la personne qui est, par exemple, au salaire minimum. Donc, tu es en mesure de te donner un guideline. Comme tu as dit, c'est tellement. Pour t'acheter une maison, c'est tellement évident. Tu vas demander le budget à ton client. C'est quel est ton budget pour acheter ta maison? Combien est-ce que tu es capable de te payer? Parce que le courtier n'a pas le temps d'aller présenter des maisons qui ne vaut pas la peine. Mais pourquoi dans le reste, on ne le fait pas? T'sais? Dans ça, c'est normal, mais dans les autres, c'est pas normal. T'sais. Mais pendant que j'y pense, les courtiers immobiliers aussi font cette erreur-là des fois. Les clients ne sont pas préautorisés au financement. Ils se présentent, font un offre sur une maison, puis ils perdent le deal parce qu'ils ne passent pas au financement. Fait qu'effectivement, je pense que même les courtiers immobiliers font cette erreur-là. Un rookie mistake, là, rendu là, tu perds énormément de temps. Puis on le voit. On le met, comme tu as dit, l'exemple est vraiment comme à l'opposé parce que c'est tellement évident. Mais pour certains, on dirait que même si c'est des plus petits produits ou des plus petits services, c'est le même principe qui s'applique. Tu ne veux pas perdre ton temps parce qu'au final, quand tu ne prends pas le temps de qualifier ton client comme ça, tu fais face à des objections que tu ne peux pas réfuter puis tu viens de perdre tout ton temps. Puis c'est une autre vente que tu as perdue parce que tu n'étais pas avec un autre client en ce moment. Tu n'étais pas en train de faire la prospection, d'aller en chercher un autre. Fait que tu viens clairement de perdre une autre vente en perdant ton temps avec lui. Ça te coûte cher, finalement. Si c'est un an de prospection, c'est pas mal plus qu'une vente que tu as de perdre. Tu es en train de négliger ton pipeline. Fait que, encore une fois, ça vient à la préqualification. On prépare nos clients, on les amène dans notre processus parce qu'on sait qu'on va faire de la business avec eux autres. Bon, évidemment, c'est comme tu as dit, si les gens sont mal à l'aise de poser la question, c'est quoi votre budget?
il y a des signes. Si tu vas les voir à la maison, il y a une piole à 700 000. Devrait être en mesure de payer un service qui a de l'allure, mais effectivement, si tu rentres dans une maison mobile qui a de l'air d'être Audi puis ça craque de partout, faut allumer. Fait que je suis bien d'accord avec toi. Là. Tu donnes des guidelines. Puis moi, honnêtement, dans le Bidder Bay, je pose la question directement, puis il n'y a aucun malaise. Les gens dans le Bidder Bay sont ouverts à parler de leur chiffre d'affaires, sont ouverts à parler combien ils font. Moi, je le sais, dès que la business, ça va faire en bas de 400 000 de chiffre d'affaires, je ne peux pas lui proposer un service marketing qui va coûter 60-75 000 par année. C'est un investissement, mais c'est risqué pour lui s'il fait 200 000 de chiffre d'affaires. Je sais tout de suite, je le flag, puis je ne le prends pas dans mon pipeline. Parce que je vais arriver dans the road à la présentation, je vais dire c'est 5 000 par mois. Il va faire oh shit, oublie ça, je ne suis pas capable de me payer ça. Fait que je vais tout avoir perdu mon temps pour rien. Exactement. Puis, je veux dire, tu as d'autres choses à faire que de perdre ton temps. Là, pas mal. Mais ça amène aussi à un autre point. Combien il y a de vendeurs en première année, moi, qu'on appelle les juniors, là, qui se disent hey, j'ai un client, là, je ne veux pas l'échapper. Mais il y a une question évidente. Là. Je comprends que tu ne veux pas l'échapper, mais tu viens saboter ton énergie psychologique parce que tu ne parles pas au bon client, tu perds ton temps, tu penses que tu n'es pas bon, tu penses que la vente n'est pas faite pour toi parce que tu ne closes pas, mais tu ne t'adresses pas au bon prospect ou tu ne le fais pas de la bonne façon. Donc, c'est important d'avoir un processus de A à Z qui t'amène vers une augmentation de ton succès global là, dans tous les sphères, que ce soit pré-qualif, en vente, en prospection, etc. Il faut bien faire les choses. Puis, ben, les objections, ils se préparent. Là, fait que, troisième type d'objection? Écoute, il y en a tellement. Moi, je rentrerais dans d'autres choses aussi. Vas-y. C'est tout le temps les mêmes, les objections, parce qu'on peut en sortir. Là, mais tu sais, gars, j'en ai une liste ici. Là, j'aimerais y réfléchir. Je dois en parler à mon conjoint, ma conjointe. J'aimerais prendre le temps d'aller comparer ailleurs. C'est trop cher pour moi. Ou genre, je ne prends jamais de décision sur le moment. Ça, c'est des objections que tu vas revenir. Ils vont revenir d'un produit ou d'un service à l'autre même. Ça va être ces mêmes objections-là. Puis ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui est en mesure de se préparer à l'avance. C'est rare que tu vas avoir une objection qui vient complètement du champ gauche, qui n'a aucun rapport, à moins vraiment que tu aies un client pas qualifié, mais vraiment pas. Il n'est pas prêt, il ne sait pas qu'est-ce que tu vas lui présenter. Donc, tu as mal fait ton travail avant. Si tu as des objections qui arrivent complètement de nulle part, c'est clairement parce que tu as mal fait ton travail et tu as amené un client qui n'était vraiment pas conscient de la solution, vraiment pas conscient de ce que tu allais faire pour lui. Mais pour le reste, c'est tout le temps les mêmes objections. Moi, j'ai de la difficulté à voir comment est-ce que tu peux être mal préparé quand que c'est toujours les mêmes objections qui vont arriver. Je lève le flag sur ça, puis ça devrait allumer une cloche à tout le monde qui ne sait pas quoi dire aux objections de leurs clients qui sont ah non, mais là, je ne sais pas quoi faire quand ils me disent ça, je ne sais pas comment répondre à ça. C'est tout le temps les mêmes. Tu as une analyse à faire sur toi-même, sur tes processus de vente. D'un produit, d'un service à l'autre, oui, c'est vrai qu'il y a des fois, il va y avoir des nouvelles objections, mais ça reste que globalement, tu vas avoir les 5, 6, peut-être 7, tout dépendant. 5, 6 mêmes objections. Pense-y direct là, je suis sûr que tu n'en as pas plus que ça. Exact. Puis d'être préparé à ça, ça fait qu'il n'y a pas de surprise rendue à la vente. Pour moi, le processus de vente, il doit être fluide, il doit être clair. Tu dois le savoir par cœur, tu dois le maîtriser sur le bout de tes doigts pour justement te concentrer sur les facteurs comme le non-verbal, comme les choses comme ça, les signes que l'environnement t'envoie pour qu'ensuite tu puisses les réutiliser à ta convenance. Mais effectivement, que ce soit un tracteur à 500 000 $, un truck à 80 000 ou un produit quelconque, c'est toujours la même chose. Alors, s'ils sont bien préparés, je pense que c'est votre responsabilité en tant que vendeur de prendre un step back, de faire une analyse, de pousser sur un papier ou sur une application toutes les objections, de les étudier, de les apprendre, de comprendre comment elles se présentent à vous et pourquoi elles se présentent à vous, puis de corriger à chaque pitch de vente ça. Donc, en vous amenant, en vous questionnant, vous allez vous améliorer constamment sur comment vous allez réagir face aux objections, puis votre taux de succès va augmenter constamment. Oui, là, ça ramène un autre concept, là, mais si vous ne posez pas ces questions-là, vous continuez constamment à faire les mêmes erreurs. Ouais. Comment on fait pour améliorer un taux de closing? C'est en se posant les questions puis c'est en corrigeant ce qu'on fait de mal. Mais on dirait que c'est un peu trop confortable de toujours faire la même chose. C'est juste facile. À chaque semaine, j'ai 33 % de taux de closing depuis 3 ans. Ben aujourd'hui, si tu es là à écouter le live, c'est parce que peut-être que tu veux t'améliorer. Ben regarde ce que tu fais, puis pose-toi donc des questions à savoir si tu le fais comme du monde.
Puis qu'est-ce que tu pourras améliorer? Des fois, c'est qu'un petit détail qui va t'aller te faire chercher 7-8% de clause de plus. 7-8% de clause sur une année, là. C'est du cash en colline, là. C'est big money là, à la fin de l'année. C'est beaucoup de ventes, beaucoup plus de clients avec qui tu vas faire affaire, définitivement. Non, j'adresse dans le même sens que toi. Tu sais, l'auto-évaluation, je pense que c'est un live au complet qu'on pourrait probablement faire sur l'auto-évaluation puis en jaser, mais je pense que c'est bon de passer le message sur ça. Évalue les objections que tu as pour faire le lien avec le live d'aujourd'hui. Évalue les objections que tu as. Puis mon second step à ça, c'était prépare des réfutations. Tu vas toujours avoir les mêmes objections. Donc, techniquement, tu devrais être en mesure d'être préparé puis d'avoir toujours les mêmes réfutations qui vont arriver pour counter qu'est-ce que le client il va te dire. En lien avec ça, on s'entend-tu que les premières objections de ton client sont souvent de la grosse bullshit, là? Ah oui. La personne qui croit le client qui dit hey, regarde, j'ai besoin de prendre mon temps, je veux y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il dit ça réellement? C'est quoi sa raison qu'il dit qu'il veut réfléchir? Je pense qu'il faut rentrer dans le principe de base qu'il n'y a aucun Québécois ou en tout cas personne vivant au Québec, là, peu importe la culture, qui aime ça prendre une décision précipitée. Okay? Puis tout le monde aime avoir l'impression d'être intelligent, de ne pas avoir pris une décision. T'sais. Fait que ce qui arrive, c'est que si le client réussit à sortir du processus de vente, mais il ne va juste pas passer à l'action. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une entreprise de système d'alarme et maisons intelligentes. Et ça nous arrive plusieurs fois par année qu'on a des clients qui finalement n'ont pas réussi à closer parce que le vendeur a échappé la vente, parce qu'il n'a pas bien aligné son processus pour X raisons. Puis que la cliente ou le client nous rappelle 6-7 mois plus tard pour nous dire qu'ils se sont fait voler, puis qu'ils ont tout perdu, ou qu'ils ont passé au feu, ou qu'il est arrivé quelque chose de grave. Puis ça arrive vraiment souvent, là, au moins 2 fois par trimestre. Là. Et puis donc, ça, c'est un argument que je me sers pour sensibiliser mes employés parce que je suis comme, vous avez un travail à faire. Parce que oui, le client a gagné, il est parti, mais ça devient la dernière de ses priorités. Il place ça en bas de la pile, puis ça glisse. À un moment donné, ça fait juste leur sortir de la tête. Parce que la moyenne des gens ont des familles, 2 enfants, la petite fait du ballet, son petit joue au soccer, puis la fin de semaine, il soupe avec un couple d'amis. Là. Honnêtement, là, le processus de vente, c'est maintenant que ça se passe. Si ça peut se closer on the spot, il faut que ça se close on the spot parce que sinon, ça devient obsolète pour les gens. Ça devient vraiment la dernière de leur priorité. Là, pour tout ce qui est du service résidentiel, ça devient obsolète. Puis dans le B2B, c'est un peu la même affaire. Si l'entrepreneur, tu peux le closer là, mais l'entrepreneur, il est dans le jus par-dessus, il fait de la comptabilité jusqu'à minuit le soir, là. Honnêtement, là, il va pas vraiment prendre le temps d'y réfléchir. C'est pas vrai qu'il va mettre une slot dans son agenda pour dire réflexion, proposition de Nicolas. That's bullshit. That's bullshit. Ça fait que si on peut l'amener à prendre une décision là, il faut le faire. C'est notre job. C'est vraiment notre job. Puis il n'y a rien de mal à le faire. Ouais, le taux de closing en rappel est toujours très, très faible. Du moins, moi, mon taux de closing en rappel est toujours très faible parce que tous ceux que j'ai laissés partir en rappel, c'est parce que je savais que j'y perdais. Fait que c'est parce que j'avais pris tous les outils en ma possession pour aller les closer on the spot. Puis c'est là que ça revient aux objections. Comme tu dis, le Québécois moyen, il va vouloir y penser, il va vouloir te dire OK, je vais prendre le temps. Puis en fait, c'est que le Québécois moyen n'est pas capable de dire non, tout simplement, quand il veut pas. Exact. Fait que ça, je pense que c'est un point que tout le monde devrait allumer sur ça. Mais il faut que tu ailles chercher un oui ou il faut que tu ailles chercher un non. Tu as fait le post hier sur Always be closing is bullshit. Je pense que ça revient à ça. Quand tu counters des objections, il faut que tu ailles chercher est-ce que c'est un non qui me dit en ce moment ou est-ce que c'est un peut-être? Puis si c'est un vrai de vrai peut-être puis qui est dans le doute, ben c'est à toi de le faire step sur un oui, rendu à ce moment-là, puis de creuser pourquoi il est encore dans le peut-être. Pourquoi il est encore dans le peut-être après que tu aies tout présenté ton service, ton offre? C'est probablement parce qu'il n'a pas bien compris ce que tu as dit depuis le début. Tu n'as pas validé qu'il était à 100% avec toi pendant la présentation, que tous les éléments, la valeur que tu es allé lui donner, il ne l'a pas saisi à 100%. Et lui, son réflexe, c'est de dire, gars, je vais y penser. Mais il s'en va y penser, puis il n'a même pas tous les éléments pour y penser. Il n'a pas bien compris ce que tu as dit. Alors que là, tu es là avec lui live. C'est le temps là, de clairer toutes ces questions-là qu'il a dans la tête, probablement. Puis souvent, même, il est gêné de te dire, j'ai pas compris. Oui. On en a parlé hier avec nos étudiants. Tu sais, les gens sont gênés de dire qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Là. On a une bonne densité de membres qui sont dans le conseil financier. Là. La majorité d'entre vos clients ne savent pas c'est quoi un REER.
Fait que posez-leur la question, est-ce que tu comprends c'est quoi un REER? Si la réponse est oui, parfait, c'est quoi un REER? Explique-moi-le. Explique-moi-les, c'est quoi ta compréhension? Parce que vous allez vous rendre compte que parce que la personne vous dit oui, c'est juste pour être socialement agréable avec vous. C'est juste un geste d'aimabilité. Tu sais, dans les faits, ils ne comprennent pas. Fait que quand ils vous disent je vais réfléchir à tout ça, mais imaginez qu'ils quittent votre pitch de vente avec des questions non répondues, non résolues. C'est sûr que vous ne closez pas ça, là, parce qu'il n'a pas bien compris. Fait que c'est votre job de creuser l'objection pour comprendre qu'est-ce qui est sous-jacent. Mais bon, c'est que ça revient au début de la parenthèse que les gens ne sont pas capables de prendre une décision. Ils veulent pas. Notre job à nous, c'est de les pousser à prendre la bonne décision. Si vous êtes un vendeur éthique, que vous avez un bon prix, un bon produit, puis qu'il y a confiance en vous, il n'y a absolument aucune raison qu'il ne passe pas à l'action. Si vous êtes compétitif. La seule raison qu'il ne passe pas à l'action, c'est si tu ne lui demandes pas la vente. Si tu n'essayes pas un close. Si tu n'essayes pas un close puis tu le laisses aller, c'est rare que le client va dire hey, go, je m'en viens avec toi. Ça arrive des fois. Ça, c'est ce qu'on appelle des freebies. Là. C'est le client qui est déjà vendu avant même d'arriver en rencontre parce qu'il sait qu'il a besoin de ça, il te fait déjà confiance, puis il est comme OK, go, je m'en vais de l'avant avec toi. Ça, c'est les clients faciles. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup, là, des clients comme ça qui vont arriver. Fait que tu en échappes probablement un gros lot quand tu les laisses partir sur des je vais y penser, je vais aller voir je vais prendre le temps de magasiner, être sûr que tu en laisses partir énormément qui ne reviendront pas. Ça vient à un autre point, ça qu'on a parlé, PL. Mais... Ben, une petite pause. On a une question dans le chat, je pense que ça vaut la peine. C'est Steven Lessard. S'il souhaite vraiment y penser, lui faire un résumé de l'ensemble des services pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, s'il veut vraiment y penser, moi, ma question, c'est OK, parfait, vous voulez y penser juste pour être certain, là, c'est quoi les points qui vous met en doute en ce moment? C'est quoi les points que vous voulez réfléchir concrètement? Fait que tu veux y ouvrir une question ouverte. Tu ne veux pas lui dire OK, genre, parfait, vous voulez y penser, est-ce qu'on se rappelle demain? Tu ne veux pas le laisser aller no matter what. Il faut que tu comprennes à quoi il veut aller réfléchir. Puis souvent, c'est même pas ça, c'est qu'il n'a pas compris. Encore une fois, ça revient à ça. Là, il s'en va réfléchir sans avoir compris réellement qu'est-ce que tu as donné comme valeur. Ou tout simplement, il n'a peut-être pas confiance en toi. Peut-être que tu n'as pas bâti ta relation, puis là, ça amène sur un autre sujet complètement, mais peut-être qu'il n'a pas aimé ta présentation à toi, tout simplement. Fait qu'il faut que tu repartes dans ta relation, il faut que tu relances, là, rendu à ce moment-là. Puis souvent, quand ça tourne trop en rond, moi, j'aime bien sortir de la vente complètement. On sort des objections, on enlève la pression. Là, vous me disiez que vous partiez en vacances avec les enfants, je vous prendrai un verre d'eau. On sort de la vente complètement. Puis après ça, on revient. Je retourne sur la relation. Je refais passer un bon moment au client. Après ça, on come back dans la relation. Là, donc, dans la vente. Là, fait que tu peux aller sur ton autre point là, que tu t'enlignais. Écoute, tu m'as fait perdre mon fil. Ça, c'est mon cerveau qui fait du ping-pong. Je ne sais plus partout où je m'enligne avec ça. Mais écoute, je pense pour continuer dans les objections, parce qu'on va essayer de rester dans ça le plus possible. Pour continuer dans les objections, je résume un peu ce qu'on vient de mentionner depuis le début. By the way, s'il y en a qui se sont joints à nous, juste faire un petit WhatsApp dans les commentaires. Ceux qui sont en replay, s'il vous plaît, hashtag replay, qu'on sache qui a écouté. Mais pour résumer, de un, tes objections, c'est toujours les mêmes. Okay? Fait que ça se répète, ça se répète, ça se répète. À toi de les prendre en note. Deuxièmement, tu peux toujours utiliser les mêmes réfutations pour répondre aux objections. Troisième point, tes objections réelles, ce n'est pas les premières objections que tu reçois. Tu vas les savoir une fois que tu vas avoir réfuté la première objection, puis des fois même la deuxième. Tu sais, PL, ça prend combien de fois des fois avant de toucher là, exactement le bobo? Là? On parle dans H2H parce qu'on rencontre du monde, on vend notre offre de consultation, d'accompagnement aux gens. Combien de fois ça te prend des fois là, avant de toucher le réel bobo? Là? Quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, je vais lui demander de faire 3 objections. Mais moi, personnellement, je me rends à 10, 11, 12. Puis je creuse jusqu'à temps d'avoir trouvé le réel bobo. Là. Mais ça varie, là, mais je dirais 4-5 objections, là, je touche le vrai pain. Mais by the way, là, je pense que ça vaut la peine. Quand la pré-qualif est vraiment solide, quand mon close est assumé, quand je fais visualiser le client en train de prendre le service ou prendre le produit, c'est assez rare que je me rends à un close. Oui. Fait que si je me rends à closer, c'est parce que j'ai fait des erreurs. Puis là, je le sais, là, on commence à danser le tango, moi et le client, puis là, je le sais là, que
j'ai fait des erreurs, mais c'est pas normal qu'est-ce qui se passe. Ouais. Fait que souvent, je vais me rendre à 5-6. Puis, avec le temps, à 5-6, je vais dire, tu sais, Nicolas, si c'est non, tu as le droit de me le dire. Hein. On va tous les deux gagner du temps. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Là. Fait comme, c'est pas ça que j'ai besoin. Puis là, je suis comme, OK, parfait, j'ai pas fait ma job. Merci, écoute, bonne continuation. Bye. Je veux dire, si t'es pas qualifié, t'es pas qualifié parce que tu voulu être aimable avec moi quand je t'ai préqualifié. Ça arrive souvent. Ouais. Fait que moi, des fois, je vais leur faire dire, tu sais, j'ai comme, là, je vais pas t'arracher le bras puis te battre avec, là, tu sais, je veux dire, tu le veux-tu, là? Tu le veux pas, si tu le veux pas, c'est pas grave, là, tu sais. Puis si c'est non, c'est non. We look forward, là. Excusez. Tes choix. Merci. Non, mais c'est tellement récurrent, je trouve, de voir les gens se défiler sur des objections parce qu'ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas saisi la valeur à 100%. Je vais raconter quelque chose parce que moi, je le prenais énormément pour acquis dans le monde de la business. Quand j'ai commencé à faire du B2B, ça fait 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à faire du B2B. Puis pour moi, les entrepreneurs comprenaient c'était quoi les termes, si on veut, de business. Tu sais, un coût par lead, le coût d'une vente, le coût d'acquisition d'un client, le retour sur investissement. Tu sais, pour moi, c'était un jargon qui était maîtrisé par les entrepreneurs parce que je suis comme, moi, je suis là-dedans, je suis jeune, je comprends déjà ça. Le gars qui a 40 ans à qui je parle, normalement, il devrait comprendre ça. Fait que je pitchais tout mon pitch de vente, puis je montrais les retours, qu'est-ce qu'il pouvait aller chercher avec de la publicité payante sur Google, sur Facebook. Je lui expliquais concrètement c'était quoi les retours, qu'est-ce qu'on faisait, comment que ça allait pouvoir l'aider, puis quelle solution ça réglait dans son entreprise. Puis à la fin, j'avais des réfutations comme, regarde, on va prendre le temps de regarder ça de notre côté, on veut voir si ça va être vraiment rentable pour notre business. Je tombais de ma chaise. Ça va-tu être vraiment rentable pour ta business? Je te dis que tu mets 1$, tu en fais 10. Qu'est-ce qui n'est pas rentable? Là, je ne suis pas sûr que c'est vraiment Est-ce que tu comprends le principe du retour sur investissement? Je ne suis pas sûr, là. OK, là, j'ai mal fait ma job. J'ai passé des étapes, j'ai mal expliqué, j'ai mal donné ma valeur. Éduquer. Ouais, le client, merci. Les mots m'échappent ce matin. Donc, j'ai mal éduqué le client, puis ça fait en sorte que je backlash, puis j'ai des objections que je ne devrais pas avoir parce que je prenais pour acquis que le client avait tout compris. Fait que de creuser sur les objections, oui, ça indique qu'on a fait des erreurs, puis c'est normal d'en faire des erreurs. On peut pas faire un pitch de vente tout le temps 100% parfait, sans imperfection. Ça arrive pas. Ça va arriver des fois, mais on ne peut pas être tout le temps comme ça. On est humain, on n'est pas des robots, puis c'est impossible de le faire toujours de la même façon. Cependant, c'est possible de te corriger. C'est possible de revenir en arrière puis d'adresser ces points-là parce que du moment que tu laisses partir ton client, fini. It's over. Tu les as plus les chances d'adresser ces points-là parce que lui, il va aller voir quelqu'un d'autre. Puis si cette personne-là réussit à vulgariser de la bonne façon puis de se faire comprendre, il va dire « Ah, crime, l'autre, c'est pas ça qu'il me disait pantoute. » Pourtant, je disais la même affaire, mais je n'ai pas pris le temps d'expliquer la bonne façon de le faire visualiser, de le faire comprendre comme que j'aurais dû. Donc, les objections viennent souvent de nos petites erreurs, mais toutefois, on peut les corriger en ayant des réfutations prêtes à ça. Exact. Puis l'autre affaire aussi que je pense qu'il serait important d'aborder aujourd'hui, c'est qu'il faut demander la vente. Si tu n'as pas de processus de closing, ça ne marche pas. Là, comment vous closez vos ventes? T'sais? Parce que la majorité des gens que je rencontre, ils envoient un courriel. Je suis comme What? T'envoies un courriel, tu sais. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai fait la consultation dans une entreprise, je n'aimerais pas, une entreprise de 1,2 million. 1,2, une entreprise de service, 1,2 million de chiffre d'affaires. Ils ont des clients, ça va bien, mais ils en perdent puis ils en gagnent, puis c'est du recurring. Fait que c'est important qu'ils gardent un bon roulement. Puis je regardais le processus de vente. C'était un document, mesdames et messieurs, le processus de vente au complet. Il y avait une rencontre initiale avec le client pour comprendre ses besoins puis voir, OK, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. J'y mets ça sur une fiche. Voici mes prix, voici ce qu'on fait. Envoie ça par courriel. Les objections, il s'y pose tout seul dans sa tête de son bord. Le client il est comme « Ah, ça, je ne suis pas sûr, ça, je ne suis pas sûr. » C'est rare qu'il va prendre le temps d'envoyer un long courriel, de prendre 10 minutes pour tout écrire. Ça, je ne suis pas sûr, ça, je ne suis pas sûr, ça, je ne suis pas sûr. Peux-tu me l'expliquer?
sais, faire du ping-pong en courriel comme ça, là, vraiment pas la meilleure façon de closer. Son taux de closing était ultra faible. C'était genre du 10% là, peut-être. Il y avait une bonne offre, un bon prix. Il était connu, il avait une renommée quand même, mais son taux de closing, super faible parce qu'il n'y a aucun processus de vente. Puis tu ne peux pas répondre aux objections de quelqu'un qui lit un document à l'autre bout du monde. Là. C'est pas. Mais en fait, tu n'as plus le contrôle sur rien. T'sais. À la limite, fais un zoom, envoie le courriel, puis présente-lui. T'sais. Mais comme ça se peut pas. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, posez-vous la question si, franchement, vous avez un processus de closing. Si vous n'en avez pas, il faut tout de suite en implanter un. Ouais. C'est-à-dire, tu veux que je te présente mes services, pas de problème, mais on doit se parler. Je vais t'expliquer de quoi il en sort, puis je vais t'expliquer c'est quoi mon analyse des besoins que j'ai faite pour toi, puis qu'est-ce que j'en comprends, puis je vais avoir besoin que tu acquiesces que c'est la bonne chose. Puis si tu acquiesces que c'est la bonne chose, on dirige. Je veux dire, à un moment donné, il y a un processus de vente à faire, puis on voit beaucoup, en fait, ça aussi, c'est un symptôme. On voit beaucoup de travailleurs autonomes puis d'entrepreneurs, solopreneurs qui génèrent des leads, qui veulent faire de la prospection. Puis je suis comme, OK, qu'est-ce que tu fais avec tes leads? Là, ben j'envoie des devis par courriel, là, tu sais. Crime, tu dépasses une quantité d'argent phénoménale en advertising ou en prospection, là, ce que moi j'appelle du jus de bras, là, puis tu viens pas conclure la vente, tu viens pas terminer le loop comme du monde. Tu perds tellement d'opportunités, tu sais. Fait que l'objection, c'est juste un power of asking. Demande la vente, va la chercher, puis ça va t'aider à comprendre qu'est-ce que tu as échoué, quels sont les échecs que tu as faits ou les erreurs que tu as commises, puis tu vas pouvoir commencer à te corriger, puis d'avoir un objectif d'augmentation du taux de closing en ayant une compréhension complète de ton processus. T'sais, ça va t'amener dans une réflexion vraiment intéressante de toi-même. Encore faut-il que tu sois d'accord de rentrer en introspection. C'est pas une très grande qualité dans notre société, là, de vouloir se regarder le nombril puis d'arrêter de dire que c'est parce que la compétition vendait moins cher. Là. Si tu as échappé ta vente, là, dans 95% du temps, c'est de ta faute. Pas de la faute de personne d'autre. Fait que, essaie de voir comment tu peux sauver le client puis comment tu peux corriger ton processus de closing avec les bonnes objections, avec une bonne préparation, avec une bonne pré-qualif. Puis overall, ça va aller beaucoup mieux. Bien d'accord. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'outil encore, j'ai déposé un post la semaine dernière, vendredi dernier, où est-ce que je donne un petit document, un petit outil qui vous permet de comprendre justement c'est quoi les objections, comment faire pour les réfuter. Donc, je donne ça comme step by step pour le mettre en place de votre côté. Vous pouvez aller sur le post. Je sais qu'il y a des gens qui attendent encore le document. Je ne peux pas m'envoyer 1 million par jour. J'ai beaucoup de messages par jour. Fait que Facebook me bloque à certains moments. Fait que soyez patient. Vous avez juste à aller commenter sous la publication. Puis, je vais vous le donner, là, le document, dans les prochains jours. Écoute, avais-tu d'autres points que tu voulais jaser objection aujourd'hui? Je pense que ça wrap up très, très bien. Si on le résume, là, une bonne préqualification, une bonne préparation de c'est quoi les objections potentielles qui arrivent, c'est quoi, moi, mes réponses que je vais donner. Ouais. Ensuite, de la pratique, s'assurer d'avoir un processus de closing qui amène le client en objection ou qui amène le client en prise de décision maintenant, comprendre quelles sont les objections sous-jacentes, creuser, se rendre à 4-5 objections et la fin de tout ça, analyser quelles sont les erreurs auxquelles vous avez commises pendant le pitch, puis comment vous pouvez mettre en place les bons outils pour les régler, puis augmenter votre taux de closing. Il n'y a rien de sorcier. Tout est mesurable, tout est quantifiable, puis tout se reproduit avec le même type de client, avec le même type de produit. Donc, ultimement, il y a un processus d'amélioration qui peut se mettre en place, définitivement. 100%. J'ajouterais un point, c'est que ton client, tu peux flyer des objections avant même qu'ils arrivent dans ton pitch de vente en t'assurant qu'ils comprennent bien qu'est-ce que tu es en train de dire parce que sinon, à la fin, tu vas en avoir. Fait que petit bémol ici, posez des questions, assurez-vous que le client il comprend bien qu'est-ce que vous lui dites, puis faites-les répéter. Si vous il n'y a pas de l'air sûr, vous regardez son non-verbal, vous avez expliqué quelque chose, puis il dit « Oh ouais, je comprends. OK, parfait. Juste me l'expliquer, je vais être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, puis tu comprends. » Ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'osent pas faire. Puis les clients vont tous dire « Oh oui, je comprends ça. Ah, ça aussi, je comprends ça. » Mais le monde, des fois, sont trop fiers pour te dire qu'ils ne comprennent pas.
N'aie pas peur de t'assurer de la compréhension du client. Puis à la fin, tu vas avoir moins d'objections parce qu'ils vont avoir été toutes placées avant même d'être rendues. Ouais, le client va avoir ses réponses. Donc, si le client n'a pas de questions à la fin, excluant le prix, ça, c'est un de mes closings favoris. Excluant le prix, est-ce qu'on va de l'avant? Ouais, parfait. Pour le prix, on va s'arranger. Il y a 1001 façons de s'arranger. Exactement.